Alors, je vous propose de passer à la deuxième partie, celle que vous attendez tous. Je vais demander à Christian de Porzampar de me rejoindre et de s'asseoir sur scène. Je vais faire une très brève présentation de Christian de Porzampar. Bon, beaucoup d'entre vous connaissent ses œuvres et aussi tous ses livres. Frédéric vous l'a dit, Christian de Porzampar a obtenu les prix les plus prestigieux en 1994, donc très tôt, avant tous les autres qui auraient pu l'obtenir français. Il a obtenu le Pritzker, et le Pritzker, c'est un peu le Nobel de l'architecture. Il n'a pas obtenu que le Pritzker. La liste est très longue et je ne vais pas m'étendre sur cette liste de prix. Néanmoins, je voudrais vous parler un peu de vendredi. J'étais à Paris, on a déjeuné ensemble et l'objectif était de préparer cette réunion solennelle. Lors de ce déjeuner, je me suis rappelé combien mon regard avait changé. Quand jeune architecte, dans les années 80-90, je m'intéressais à la ville, je m'intéressais aux problématiques qui sont liées à l'espace. Et effectivement, à cette période-là, son intervention était décisive. Et puis, j'avais acheté un petit bouquin, il est là. C'est édité par l'Arsenal. C'était une conférence en 94 qui s'appelle La ville de l'âge 3. Et c'est vraiment, pour moi, c'est resté un livre de chevet. Pourquoi ? Parce que ce livre évoque des moments d'architecture, des moments d'urbanisme. Il y a des périodes dans l'histoire de l'urbanisme. Il y a une première période où il y a millefeuille temporel, où les bâtiments s'additionnent, et par addition, par soustraction, la ville européenne va se construire. Et puis il y a un second moment que Christian de Porzampar a appelé l'âge 2, donc l'âge 1, l'âge 2, ce moment où l'architecture moderne va faire irruption dans la ville et va se construire contre la ville, et je crois que Christian de Porzampar en parlera tout à l'heure. Comment est-ce qu'il y a ce choc presque de pensée architecturale qui va à un moment donné faire en sorte qu'on se retrouve dans ce qu'on a appelé peut-être à Bruxelles la bruxellisation, c'est-à-dire une perte significative de cohérence. On peut aimer la ville moderne, on peut aimer la ville européenne, mais il y a un moment donné, il y a un choc là qui est terrible et dont on nous parle encore aujourd'hui quand on va à l'étranger. Alors, je crois qu'on peut dire aussi que Christian de Porzampar propose à ce moment-là une issue aux architectes. C'est-à-dire que quelque part, on est entre deux moments. Et propose une issue aux architectes, c'est-à-dire rebâtir la ville à partir d'elle-même. Et ça, c'est essentiel. Refaire à partir de... Il propose de construire des projets parfaitement contemporains. Tous les projets de Christian de Porzampar sont parfaitement contemporains, sont dessinés. C'est un travail fabuleux sur l'espace. Et il propose de construire ces projets, non pas à partir d'une part blanche, comme les modernistes l'ont fait, mais à partir de la ville traditionnelle, la ville européenne, à partir de Bruxelles ou de Paris, tel qu'il a été construit au fil du temps. Christian de Porzampar fait partie du cercle restreint des architectes qui ont profondément contribué à l'évolution de l'architecture après la période moderne. Donc il y a le travail, il y a les bâtiments, il y a aussi toute la pensée et tout le travail d'écriture. L'architecture est un art, je crois, enfin on peut en débattre, mais si on accepte que c'est un art, on ne pouvait pas mieux défendre ce propos qu'en invitant Christian de Porzampar aujourd'hui. Voilà, je vais lui céder la parole. Je serai assis à côté de lui. On a prévu une série de thématiques qui vont quelque part se promener au travers de 50 ans d'architecture à partir d'éléments qui sont plus théoriques, de projets faits par lui, de considérations. Mais là, je lui laisserai le soin, en tout cas, de mener le débat. Moi, de temps en temps, je poserai une question s'il le souhaite. Voilà, merci à tous.
Voilà, je vous propose de démarrer. Donc je vous disais que vendredi, on déjeunait ensemble. Et vous m'avez offert un superbe bouquin. Un bouquin de dessin. Un bouquin, énorme bouquin, très grand, avec des magnifiques images. Et surtout énormément de croquis, où on parle de l'espace. Ce livre, vous l'avez voulu, il est récent, à une période où, dans les années 80, des gens comme Jean Nouvel se méfient du dessin. Vous, à ce moment-là, vous brandissez un étendard, le dessin. C'est un attribut absolument nécessaire pour notre métier, c'est quelque chose de fondamental. Qu'en pensez-vous? C'est vrai. L'enseignement que j'ai reçu à l'École des Beaux-Arts, j'ai d'abord eu Eugène Baudouin comme patron, et lui encourageait le dessin. Et puis, je suis passé chez Georges Candilis, et lui, il décourageait le dessin. Les modernes, en gros, n'aimaient pas le dessin. Il était suspect, il était susceptible d'entraîner dans une facilité formelle, formaliste, comme on disait. Le formalisme était le péché pour les modernes. Et donc j'ai admis ça, qu'il fallait trouver des systèmes, être attaché à respect de toutes les fonctions, etc. Ce n'est que lentement que je suis revenu au dessin. D'abord, en me rendant compte des dommages que la théorie moderne faisait à la ville. C'est pas ça qui m'a fait dessiner, mais néanmoins j'ai eu le goût de regarder les aspects les plus sensibles de l'espace à travers les villes, qu'est-ce que c'est, je vais en reparler. Et puis, plus tard, maîtrisant la construction, j'ai vu qu'on pouvait dessiner avec beaucoup de franchise et d'efficacité. Évidemment, quand on a quand même appris un peu ce que l'on dessine. Est-ce que c'est du bois ou de l'acier, et quelle dimension cela a, et quel air on y respire, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire qu'on va dessiner forcément tout de suite, très vite. Le livre de dessin, je l'ai fait parce que c'était un peu une revanche contre ceux qui lisaient. Puis c'est aussi parce que je me suis aperçu qu'il y avait dans tous les projets un temps de maturation qui, chez moi, passait par le dessin, et que le meilleur de ce que j'ai fait était venu suite à un travail du dessin ou un goût du dessin. Et puis, à travers le dessin, des idées qu'on n'avait absolument pas pensées peuvent venir. J'en ferai pas une théorie générale. On peut faire de l'architecture sans dessiner. C'est pas... Justement, on a eu ce genre de discussion avec Jean Nouvel. Mais il se trompait un peu, et il l'admet évidemment aujourd'hui. Le mot de non au formalisme, vous savez, c'était... Je leur répondais, mais non, tout est forme. Un cube est une forme, un nuage est une forme aussi. Et donc, il faut envisager l'ensemble du monde quand on travaille. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. Remco Las, par exemple, quelle est son attitude par rapport au dessin? Il dessine des schémas très efficaces, j'allais dire noir et blanc, et les schémas permettent de structurer la pensée. Et je crois que Jean Nouvel ne le dit pas, mais il fait aussi. Je pense qu'on a besoin de structurer, et que cette structuration, et là on arrive au cœur de ce que je voulais dire ce soir, elle se fait sur un domaine qui est l'espace. Et l'espace, on a besoin de le visualiser ou de le représenter. Je ne peux pas simplement en parler. Je dirais, tel que vous êtes dans cette salle ce soir, vous êtes tous en fait conscients de votre existence. Conscients parce qu'en grande partie, vous m'écoutez, vous entendez.
mais vous pensez aussi à ce que vous avez dit à votre ami avant de venir. Vous lui avez dit quelque chose, il y avait un sujet, et puis vous avez entendu quelque chose à la radio, ou bien il y a un livre que vous êtes en train de lire, et vous n'arrêtez pas d'avoir ce monologue intérieur qui est le vôtre. Vous pensez en langage. Vous êtes des êtres de langage. Mais, au même moment, vous êtes entré dans cette salle, vous êtes assis, et en même temps qu'il y a le langage, il y a votre corps, vous êtes plus ou moins bien assis, vous vous rappelez comment vous êtes venu, vous avez un schéma mental, vous connaissez les abords de la ville plus ou moins, ou très très bien, ou laquelle vous êtes dans un lieu, c'est très important pour vous, parce que il faudrait que vous sachiez comment vous évader s'il y avait un problème, par exemple. Vous êtes des êtres, nous sommes des êtres d'espace. Espace et langage, j'ai compris assez vite pendant mes études que c'était les deux territoires de notre activité d'architecte. On a besoin de parler, on a besoin d'écrire, on a besoin de nommer des concepts, mais on ne ferait rien si on n'avait pas l'espace, le visible, le dessin. Quand je fais un projet, je bouge quelque chose dans une maquette, je utilise souvent la maquette, je fais un troisième dessin, j'ai un autre rapport de proportion. Je ne fais pas un effort de penser, c'est-à-dire verbaliser, écrire ce que je veux faire pour le traduire en dessin ou en maquette. Je vais directement faire un dessin, bouger une maquette. Il y a une pensée qui ne passe pas par le langage, qui est la pensée de l'espace, pensée spatiale. Et cette pensée-là, je voudrais vous dire, plus je vieillis, plus je vois, je dirais qu'elle est nécessaire, indispensable à notre vie, à notre équilibre, à l'architecte, à l'architecture, bien évidemment. Elle est indispensable parce que sans elle, le monde sera idiot et laid. Et vous avez tous une pensée spatiale, mais certains l'ont plus que d'autres. Et quand je vois les clients, ça se voit très vite. Vous voyez, je vois tel ou tel ministre à qui on présente pendant 1 heure un projet en maquette ou en dessin, et il est content, on va le faire. Je me souviens que je lui dis, bon, venez voir la maquette. Non, je ne peux pas, je dois être à la Chambre des députés dans 1 heure, je n'y arriverai pas. Et j'ai compris que ce n'était pas la Chambre qui le mettait, c'est le fait qu'il y avait la presse, il allait s'avancer devant une grande maquette où on avait travaillé à plusieurs, et un bâtiment très important. Et il faudrait qu'il dise quelque chose d'intelligent, ou de sensible, ou de ressenti, devant la presse. Forcément, il serait... Et là, il était à court. Je vais dire une bêtise, je ne sais pas très bien si c'est bien ou pas l'architecture. Comment je peux... Vous voyez, une grande partie des gens très intelligents, très formés, immense intelligence du langage, mais sur l'espace, ne sont pas prêts. J'en ai vu beaucoup. Par contre, je vois des gens qui arrivent et disent « je n'y connais rien, mais je peux dire que j'aimerais beaucoup revoir et mieux comprendre. Si on peut te voir dans 1 semaine, on prendra carrément 2 heures. » Et j'ai eu des clients comme ça qui au départ disaient qu'ils n'y connaissaient rien, puis qui sont devenus, à l'évidence, très passionnés par l'évolution de leur projet. Alors ils peuvent être des gens très simples, ce n'est pas des gens nécessairement cultivés, ou alors ils viennent d'un métier complètement autre. Et ça peut être un promoteur de logement, et ça m'est arrivé, qui me disent à un moment donné, je fais ce métier depuis longtemps, je vous ai entendu avec le maire, ce que vous avez dit, les images, et je me dis, mais au fond, je ne savais pas ce que c'était qu'un architecte. Alors j'étais assez flatté, je vous dis ça, j'ai l'air de me vanter beaucoup, mais c'est une histoire vraie. J'avais simplement eu à expliquer pourquoi le projet qu'il travaillait depuis 3 ans était vraiment une stupidité au bord du lac d'Annecy, n'avait pas réussi à tourner les logements vers le lac, etc. Bon, mais je veux dire, il y a un moment, ce type, il avait senti qu'il y avait une intelligence à regarder l'espace qui était fondamentale et qui lui avait échappé. Au fond, il faisait ce métier de promoteur, mais en n'ayant pas accès à ce qui est le plus essentiel, ou le plus clivant, ou le plus successful, ou le plus... Est-ce qu'on peut tout changer dans la façon dont on construit, on peut changer la vie durablement. Alors voilà, je pense que c'est très important.
cette relation qu'on peut avoir alors, avec le dessin, avec la parole, avec la lecture. Et le lieu est important. Vous démarrez comment quand on vous passe une nouvelle commande? Vous allez voir un terrain, un territoire? Alors le site est très important. Je voulais vous montrer à ce site quelque chose qui m'a intrigué, mais j'ai découvert assez tard, pas pendant mes études, vous le connaissez peut-être, un projet de Le Corbusier de 1923. Tout d'un coup, j'ai dit, mais personne n'a soulevé ça. Ce projet, c'est pour 3 millions d'habitants. 1923, c'est très tôt. C'est très tôt. Il appelle son projet « La ville sans lieu ». Vous le connaissez peut-être. C'est l'ancêtre du plan voisin avec toutes ces tours. C'est un projet formidable qui a une espèce de force. Tout d'un coup, on dirait qu'il pose les bases d'un monde futur avec une grande sérénité. Et toutes les tours sont pareilles, même hauteur. Le classement dans un immense espace, ça dépasse un peu le stockage. Ce qui m'a percuté, c'est que ça s'appelle la ville sans lieu. C'est-à-dire que ça peut se poser n'importe où. Et pour moi, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à me rendre compte, j'avais juste fini mes études, que la ville, c'était une chose, une anthropologie. J'emploie un mot qui vous paraît peut-être prétentieux, mais non, anthropologie, ça veut dire que la ville est fondamentale pour l'espèce humaine, elle est fondamentale pour la civilisation, et elle nécessite des gens qui s'en occupent. Il y a des tas de métiers qui travaillent à la ville, mais celui d'architecte ou d'urbaniste ou de paysagiste ou de décorateur sont des métiers qui sont très excitants et qui ont une grosse responsabilité. Alors, Marie-Elisabeth vient de faire apparaître sur l'écran, une chose, moi je suis parti avec vous, Francis, de vous répondre à des questions, mais dans ce discours que j'ai là, j'avais envie de vous faire passer une série d'images. Aucun rapport entre elles, sauf que c'est que des choses visibles qui ont été construites. Ici, ça a été construit, on ne sait pas très bien, je crois que c'est à 8 ou 9 000 ans, Stonehenge, vous connaissez tous. Mais je veux dire, les manifestations de la culture, les manifestations de l'espèce humaine à travers du construit et du bâti sont immenses. Tout à l'heure, on a parlé avec Marie-Elisabeth et j'appelais ça l'inévitable attachement que nous avons à l'espace construit. Attachement, si nous avions l'âge des gens qui ont fait Stonehenge, et dans la même époque, on voit bien que arriver à monter ces pierres et tout ça, ça doit être une chose techniquement considérable. On sait que les pierres sont venues de très loin. Comment les transporter, c'est fou. Donc il y a une énergie incroyable, comme il y a une énergie et une science pour faire Versailles qu'on voit passer là. Tous les sujets... tu es passé très vite, mais juste avant, il y avait Frédéric II. Ça nous fait un peu rire parce que c'est l'orgueil ou le rêve d'un prince dans un site extraordinaire et tout. On ne peut pas ne pas se dire qu'il y a quelque chose d'enfantin, un gâteau enfantin. Donc ça a toutes les formes. Et j'appelle ça l'émotion de l'espace que tout enfant veut faire en faisant des maquettes ou des châteaux de sable. Avançons. Et là, c'est une rue fantastique de Tokyo, et avançons. Et ici, un morceau de New York, et avançons. Et ici, le Piranèse, et le Champ de Mars. Et ici, la Saint-Patrick, une cathédrale complètement transformée dans sa perception, par toutes les tours qui viennent tout autour à New York. Je veux dire que toutes les formes de l'art sont les plus variées. Ici, c'est les périodes splendides de Wright, qui a finalement été du 19e jusqu'au milieu du 20e, en changeant de forme constamment et en étant tout le temps toujours un inventeur nouveau. Donc on a avec ce domaine ici un dessin qui n'est pas connu d'Auguste Perret pour un immense avenue qui va jusqu'à la Défense, avec une série de tours qui sont comme des grandes colonnes. Je veux dire, les formes de la construction, l'imaginaire de l'art est extraordinaire. Et ici, c'est une peinture de Schinkel, je crois, qui s'appelle l'Aurore. Mais il était architecte, mais il était peintre aussi. Et puis,
c'est toute l'atmosphère d'un arc-en-ciel et d'un ciel qui est là. On pourrait en trouver comme ça des milliers. Ici, c'est un bâtiment que j'adore. J'ai rencontré Niemeyer et Costa, et Costa a dit on était des fous, je ne ferai plus pareil sur le schématisme de Brasilia qui est dur à vivre, mais personne ne dira que c'est dur à vivre. Le Sénat de Niemeyer, c'est un des chefs-d'œuvre du XXe siècle. Et là, on voit un dessin qui signifie quelque chose. Les deux coupoles de l'Assemblée signifient quelque chose. On sait que c'est là où les hommes se rassemblent. Et puis les deux tours, eh bien, c'est là où on travaille, l'efficacité simple du travail. Donc il y a quelque chose qui très vite peut nous enthousiasmer et je me disais, il faudrait que cette histoire de l'architecture, parce que ça raconte tellement bien par quelque chose qui nous est dans les tripes, il faudrait que ce soit absolument obligatoire d'avoir un cours d'histoire de l'architecture dans les écoles, assez tôt, et qu'il y ait au moins 3 années de trucs, non pas un cours énorme, mais il suffirait de quelques heures par semaine. Dans l'enseignement français, il n'y a pas? Il n'y a pas. Mais on créerait, si vous voulez, une conscience. Très vite, quand on a 12 ans, on pige tout ça très vite. On découvre et on en parle. Et je pense que ça aurait une vertu, pas seulement du tout pour de meilleurs bâtiments, de meilleurs architectes. Je pense que c'est une vertu sur qu'est-ce que c'est que l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils étaient il y a pas longtemps, il y a quand même 90 bientôt, c'est fini en 58. Mais savoir qu'est-ce qui s'est passé, alors quelles étaient les techniques, pourquoi ils construisaient en béton, qu'est-ce que c'est que le béton, tout ça c'est une histoire fantastique et qui apprend beaucoup très vite. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'une image vous révèle quelque chose, c'est très rapide. La littérature, il faut lire, les gens n'ont pas forcément lu. Tandis que l'espace, l'architecture, on le saisit ou on ne le saisit pas. On est intrigué ou on déteste ou on a peur. C'est très rapide. Voilà. L'enseignement de l'architecture en France est fâché avec l'histoire. Pourquoi? Non, l'enseignement de l'architecture, il y a des historiens. Non, je parle d'apprendre, mettre à l'école normale, de l'école de... à l'école. Hein, apprendre ce qu'on appelle les bases. L'enseignement fondamental. Fondamental, dire qu'à partir de 9 ans ou de 10 ans, on a une initiation à l'architecture. Visite d'un bâtiment, discussion et explication de comment c'était au XIXe siècle et comment on est passé au XXe. Raconter l'histoire du modernisme. C'est très excitant. Le livre de Le Corbusier, Vers une architecture, est un livre fantastique. C'est un tournant dans la civilisation, très facile à expliquer aux enfants. Je l'ai fait avec mes fils. Expliquer que tout d'un coup, avant, tout ce qui était la beauté, c'était du décor ajouté. Et tout d'un coup, il y a un type, avec Gropius, avec Le Corbusier, qui dit « Mais ce qui est facile à construire, ce qui est fait, souvent, ça n'a pas besoin de décoration à ajouter. Et au fond, on a obligé Eiffel à ajouter un arc à sa tour. Vous savez que la tour, elle tient très bien comme ça, mais il y avait un comité d'esthétique qu'il fallait qu'il consulte, et le comité d'esthétique a dit non, votre tour, ça nous ennuie beaucoup. Mettez quelque chose, un arc. Ah oui, arc romain, très bien, là ça va, c'est beau. Donc la beauté, il fallait qu'il y ait un apport, un ajout, ça veut dire qu'il y a un ajout d'argent. L'argent n'a pas utilisé bêtement juste pour construire, on a mis la décoration, donc de l'art, donc de la beauté. Alors, celui qui commence à dire « mais c'est une erreur », c'est intéressant à expliquer, les enfants comprennent très vite ça. Puis il dit « oui, mais moi je trouve bien l'arche de la tour Eiffel ». « Mais tu as raison, oui, tu n'aurais peut-être pas aimé… Alors voilà, on discute sur le goût. Mais le goût, on le relie à des techniques de construction et du coup, ça devient intéressant et on apprend vite le passé de nos ancêtres, etc. Je veux dire, c'est aussi important que les guerres de religion, même si on dira c'est moins violent, etc. Mais l'évolution du style et du goût, c'est très passionnant et
ça influe sur la vie quotidienne, quoi. Et le modernisme devient une religion? À un moment donné, il y a une espèce de dictat qui fait que... L'idée était magnifique. Les pionniers, tous ces gens qui ont fait le Bauhaus, etc., étaient des gens... C'était des artistes, en même temps que c'était des ingénieurs. La fusion des deux. Ce que je veux dire, c'est que le livre Vers une architecture, il dit l'art, la beauté et l'efficacité technique, non seulement ils peuvent fusionner, mais ils se grandissent l'un l'autre. C'est plus beau parce que du coup, ça a amené quand même des chefs-d'œuvre. Mais, comme ça arrive souvent, c'est devenu une théorie systématique. Et donc, tous les gens qui l'ont pratiqué à une époque étaient des gens qui découvraient, qui étaient des inventeurs, des artistes. Puis après, quand ça devient une sorte de méthode obligatoire, alors ça perd son intérêt et ça perd sa qualité. Je voulais, à ce sujet, alors tout ça, on a mis ça en ordre, mais je te réponds dans le fil de la discussion. À propos de ce modernisme, j'ai été élève aussi de Georges Candilis. Georges Candilis était un architecte moderne, un homme qui avait été résistant en Grèce, membre du Parti communiste. C'était un homme délicieux par sa générosité et donc on l'aimait bien. Et je me souviens, comme ça, sur des projets de logement, voilà, des logements qu'il a fait au Maroc. Et ça date de 52, 53. Mais dans un projet de logement, il nous dit, faites bien attention à une chose dans les projets de logement. Il faut donner à chacun les mêmes conditions d'air, de lumière, de soleil, de surface, de hauteur, les mêmes conditions à chacun. Alors c'était à la fois un précepte économique, la répétition c'est déjà aussi l'industrie, ça faisait baisser les coûts, c'était un précepte égalitaire égalitaire et démocratique de donner les mêmes conditions. Alors on y croyait un peu. Ça veut dire que ces bâtiments, si on avait des logements, on faisait une barre et tout était tourné dans le même sens, par exemple, tous vers la mer et derrière, on ne mettra pas de logement parce qu'il n'y a pas une si belle vue. Bon, et quand j'ai fait mon premier projet, alors là, il faudrait que je sois sur le projet. Au fond, ce serait mieux que Marie-Elisabeth passe les images parce que je parle et je... Est-ce que c'est possible? Parce que du coup, on a des images qu'on peut faire apparaître. Ce premier projet, j'ai découvert, au bout de 15 jours de travail, que le précepte de Candilis, cette façon de mettre à tout le monde les mêmes conditions, c'était désastreux. Très vite, j'ai compris que être au 5e étage ou au 3e, être tourné au nord ou au sud-est, ce sont des conditions différentes. Mais si je n'accepte pas que les logements aient des orientations différentes, je vais faire un projet d'une simplification terrible. Or, ce projet, il est fait à partir d'une place cour intérieure. Il y a 7 bâtiments. On me demandait de mettre que 2 cellules, 2 types d'appartements. C'était les règles à l'époque. J'en ai fait 8 ou 9. C'est passé quand même. Mais je veux dire que tout ce que vous voyez en blanc, ça entoure 2 cours, une place, un jardin. Il est évident que selon les coins que vous allez choisir d'habiter là, vous aurez des conditions différentes. Eh bien, donc, c'est une chose qui... De mettre tout le monde pareil, c'était typiquement une situation qui était celle des modernes. Et je m'apercevais que si on voulait faire une ville agréable et des logements agréables, il fallait désenclaver ce lieu qui était complètement enfermé, faire passer une rue, faire plusieurs places en faisant passer cette rue et avoir des logements différents, ce qui finalement était un plaisir. Depuis, on a fait des opérations pour des privés avec des logements différents et ils m'ont dit ça se vend mieux parce qu'on a 12 types d'appartements à proposer, donc
si vous voulez, l'égalitarisme devenait une autre chose. C'est donc la dimension sociale qui était portée par cet ancien professeur qui aurait donné une architecture très en difficulté par rapport à la ville, ou en tout cas il y aurait eu un choc si on avait voulu pratiquer ce qu'il proposait. Comment est-ce qu'on travaille dans Paris? Les bâtiments qui ont été faits sur ce principe, dans Paris on en voit beaucoup, ils appliquent une idée qui était celle dans les années... Vous savez, dans les années 50, il était prévu de raser les 3/4 de Paris. Et tout jeune étudiant trouvait ça bien, ça va donner... il va y avoir plus d'air, si vous voulez. Le Corbusier avait énoncé la mort de la rue. Non à la rue corridor, non à la rue parce qu'elle apporte... Elle n'est pas hygiénique, elle bouche la libre circulation, la vitesse des voitures, etc. C'est bien connu. Mais la mort de la rue avait une importance considérable. Ça a changé. Vous voyez, sur ce schéma qui est dans un livre de Le Corbusier, c'est pour montrer qu'en noir, c'est la ville telle qu'elle est, avec ses difficultés de circulation. Puis le côté droit, en blanc, c'est les grands quadras, les grands secteurs. Ce n'est pas des îlots, ça s'appelle des secteurs, avec des rues, des allées intérieures courbes. Et ces grands secteurs qui peuvent faire 600-700 mètres, c'est une idée de ne plus avoir de rue et d'avoir des bâtiments libres dans un parc. Et ça pouvait avoir des qualités, on verra que ça a fait aussi beaucoup de défauts et de problèmes, et qu'en tout cas ça ne permet pas d'enchaîner une ville. Ce qu'on voit sur ce dessin, c'est qu'en haut, ça veut dire la rue, elle a tout assemblé, la rue. C'est une chose un peu extraordinaire. Vous voyez, j'arrive pas à lire, mais j'avais écrit, il y a la lumière, il y a les chevaux, il y a l'oxygène, il y a l'habitat, il y a les arbres, bureaux, magasins, piétons. Le piéton, etc. Il y a tout qui va être le long d'une même voie et avec les variations imprévisibles. Et Le Corbusier a dit, ça c'est l'ancien monde, il faut prendre toutes ces fonctions et leur donner à chacune le plus bon fonctionnement. Vous le savez, vous le connaissez bien, ça s'est appelé le zoning. Et en fait, c'est dans les objets qu'on voit en dessous, qu'ils soient roses ou ocre, l'un va être concerné pour le commerce, un autre va être pour le logement, un autre le sport, un autre la religion. Enfin, chaque fonction a un fonctionnement optimal. Et ça a paru, pendant quand même des décennies, ça a paru l'idéal. Et ça a été un idéal qui a eu un grand succès commercial, puisque on a urbanisé avec ce type d'efficacité, mais sans chose que je n'ai pas ajouté, les immenses cités et possibilités de bâtir loin des centres-villes. À partir de là, c'est considérable. Mais c'est une opposition totale au niveau du vide. La ville ancienne, c'est les rues, c'est les places, oui. Tandis que de l'autre côté, c'est des objets qui vont s'étaler dans l'espace. C'est bien ça qu'on a ici. Une gravure de Serlio qui représente la ville. Donc, à la Renaissance, une vision où à droite et à gauche, c'est pas pareil. Et où il y a des ornements ou des éléments constructifs qui vont faire les colonnes, qui vont faire les frontons. Et à droite, le même ruban au sol qui va faire passer la circulation et les éclairages. Et puis sur les bords, il y a ces bâtiments plutôt que parallélépipédiques, qui vont être éloignés et non collés comme à gauche. J'ai dessiné ça en 69, commençant à travailler pour les espaces publics de Marne-la-Vallée. J'étais à peine sorti de l'école. Ce qui me paraissait frappant, c'était ces dessins ensemble. C'est idiot, tout le monde comprend, c'est très simple, mais je veux dire, ce que je voulais dire, c'est qu'on a retourné l'espace millénaire comme un gant. Là où on était dans un creux protégé, et ça n'avait pas que des qualités, c'était souvent sale et inhospitalier,
Et puis dans tout ce que nous faisions à Marne-la-Vallée, c'est avec la prévision de 2 millions d'habitants et beaucoup de voitures, c'était cette chose où l'objet, c'est lui le sujet, alors que dans l'autre camp, la rue est un sujet. Et je me suis intéressé à cela, si vous voulez. Enfin, j'ai été obsédé presque par cette question que l'espace et l'espacement, à cette époque des années 60-70, on n'en avait plus conscience. Et je disais dans des cours ou des interviews, je parlais du mot c'est le vide qui compte, le vide. Et on venait me voir, mais on n'a rien compris. Qu'est-ce que tu veux dire par vide? C'est angoissant ce mot. Et j'ai été toujours incompris, jusqu'au jour où je lis dans le Tao Te Ching, je lis Lao Tzu qui dit « Ma maison, ce n'est pas le sol, ce n'est pas les murs, ce n'est pas le toit, mais c'est le vide entre ces choses parce que c'est là que j'habite. » Et là, les gens me disent « Ah, la citation, formidable. Ah, mais c'est fou, le vide, mais oui, c'est vrai. » Donc, le vide tel que j'en parlais, comme ça peut sembler un mot angoissant, on ne comprenait pas. Quand le vide est décrit dans la phrase de Lao Tzu, c'est une expérience vécue qu'il décrit Lao Tzu. Il ne fait pas une chose abstraite et il dit c'est parce que c'est là que j'habite. Alors les gens se disent mais c'est vrai, j'habite à la fois tout ça qui m'entoure. Eh bien, la compréhension de cet espace, cette question du vide, elle vous est familière parce que vous êtes architecte, mais je retrouve quelques années après dans les conférences que Wright faisait après la guerre, a fait en Angleterre, ça a été publié. Wright dit « J'ai lu la phrase de Lao Tzu, cette phrase. J'ai été ébloui, j'ai serré contre mon cœur le livre. Je me suis dit, je suis tributaire, je possède un grand secret. J'ai compris, moi j'ai compris ce que c'était que le vide. Je ne vais pas le dire à tout le monde, mais ce soir, je vous le redis. » Donc il raconte aux élèves « Je vais vous faire un secret que je n'ai jamais dit à personne. » C'est drôle. Mais ça veut dire que ça avait eu une importance pour lui de lire cette espèce de question de l'expérience du vide. Et elle m'est parue, comme elle vous est apparue sûrement à beaucoup d'entre vous, comme une chose fondamentale, qui justement fait partie de ce que l'on disait tout à l'heure, c'est pas évident que les gens comprennent. L'intelligence du langage, ça va. Cette intelligence de l'espace, il faut que Lao Tzu nous dise « je suis dans un espace et je suis entouré ». Donc c'est... Le vide, donc vous repartez du substrat qui est la ville ancienne, mais vous allez quand même le réinventer. C'est-à-dire qu'il y a une attitude, je ne dirais pas moderne, mais une attitude qui va prendre possession de la ville ancienne pour en faire autre chose. Oui, et je ne dirais pas que le vide est un attribut de la ville ancienne, je dirais que c'est une chose physique et sensible, mais ça concerne tout ce qui peut être ancien ou moderne, je veux dire. Mais l'îlot... C'est 4000 ans d'habitat et de construction qui a eu besoin d'espacement, vous voyez. Donc je pense que c'est... Mais on va traverser l'îlot à partir d'un moment donné, on va réfléchir comment faire en sorte qu'on puisse déambuler hors des rues. Oui, parce que le modernisme nous a laissé une leçon, je l'ai pris comme ça en tout cas, une leçon d'ouverture, de dire non à la rue Corridor, d'éviter les cours fermés, claustrophobiques. Moi, je suis facilement claustrophobe, et donc quand le projet que je vous ai montré, le projet des hautes formes, ce qui m'avait obsédé, c'est d'ouvrir par cette rue qui tranche, que pas chaque bout on voit loin, on voit à 1 kilomètre dans Paris, et puis d'autres ouvertures sur les côtés qui font entrer la lumière. Et je mets le vide au milieu et pas autour. Maintenant, on a laissé les projets. En parlant avec vous, je n'ai pas repris ce que j'avais préparé, mais il faut que j'essaye de le retrouver. Et c'est tout à fait vrai que ce que j'ai fait à partir de cette idée qu'on travaille le vide, eh bien, j'ai cherché à l'ouvrir et à le traverser, cette phrase. Donc ça a donné, dans l'urbanisme, tout un travail sur les îlots, on en verra peut-être, les îlots que j'appelle les îlots ouverts,
une façon de composer la ville en retrouvant une rue, mais une rue qui est ouverte, une rue qui a des moments où la lumière passe, où l'on voit le jardin à l'intérieur. On va peut-être passer sur éventuellement quelques projets. Ok. Alors ça, justement, c'est un quartier où j'ai appliqué cette idée des îlots ouverts qui est venue sur la question, d'accord, on ne va pas refaire des rues fermées, est-ce qu'on pourrait faire des rues différemment, comme je viens de le dire, en les ouvrant, en leur faisant passer de la lumière? Est-ce qu'on peut faire ça? Donc j'ai fait pas mal d'essais, et ici dans le quartier qui s'appelle le quartier Masséna, qui a dû changer de nom depuis, mais dans les années 90, j'ai fait des îlots où il y a une relative autonomie des bâtiments, mais ils sont liés, ils viennent le long de la rue, mais ils se séparent, ils sont très rarement mitoyens. Je ne trouve pas que la mitoyenneté soit une qualité nécessaire, elle est plutôt quelquefois gênante pour moi. Je préfère deux bâtiments distincts qui ne se touchent pas, mais qui ont une relation par des alignements, par des façades. Donc, c'est une façon de sculpter l'îlot avec différents bâtiments, de faire rentrer la lumière. Dans certains quartiers, la partie des jardins est une partie où on entre avant d'entrer chez soi. Dans d'autres, c'est totalement ouvert. Ce qui est à Masséna, on entre chez soi. Peut-être peux-tu montrer quelques... voilà, ce schéma montre à droite ce qu'est l'îlot traditionnel. Et ça, c'était une chose qu'on a montrée la première fois dans les années 80, notamment au Japon, où nous avions des premiers travaux sur des îlots de logement. Et à droite, ce que je leur montrais, c'est qu'on peut faire le open block, l'îlot ouvert, c'est-à-dire assembler, avoir quand même le passage vertical-horizontal que vous voyez en blanc de la rue, et puis des bâtiments divers qui s'alignent, mais qui ne se touchent pas. Et en bas, dans ce quartier-là, du coup, on a des rues ouvertes. Tu peux montrer d'autres images de ça. Ça, c'est le quartier de Masséna. Après, le travail sur des types d'îlots qui appliquent cette méthode. Après, ça, c'était intéressant. C'est présenté au concours en 94. Vous voyez, le principe, je montrais, c'est les premières choses qu'on avait en informatique. Je montrais que les bâtiments de hauteurs différentes, de matériaux différents, c'est pour ça que j'ai varié les couleurs, mais qui ont cette ouverture tous sur la ville. Vous avez cette combinaison d'objets et de parois, d'ouverture et de fermeture, qui fait que les quatre que vous voyez là, on peut dire, c'est quatre rues différentes. Mais néanmoins, elles ont une familiarité ensemble. Je disais, vous voyez, avec l'ouverture, on peut fabriquer un quartier où il y a une unité, une familiarité, une homogénéité qui vient de l'ouverture, des ouvertures. C'est toujours le même, mais jamais le même. C'est intéressant pour un quartier d'arriver à faire ça. Et la lumière est importante. La lumière est très importante parce que là, on changeait aussi la nature des rues. Et puis là, on voit que les espaces dans ce quartier-là, des constructions qui sont assez étroites, des invitations à rentrer. Peut-être as-tu d'autres espaces, d'autres, peut passer très vite. Voilà, on voit quelquefois le même architecte a eu 2 ou 3 bâtiments sur le même îlot. Quelquefois, ils sont 3 architectes différents. On n'a pas intervenu, on a juste vérifié. Et vous voyez, vous avez vu, les couleurs font d'elles-mêmes quelque chose d'intéressant. Pour votre information, l'écran est devenu noir chez nous, mais comme ça vous comprenez le blanc. Il faut un peu de noir pour avoir du blanc. Pas de quoi absolu. Hein? Donc on va essayer de le faire à partir des images qui sont derrière nous.
le temps que le signal réapparaisse. Ah, que ça passe. Voilà, c'est ça. Je vous propose de... On va se retourner le temps qu'on est. D'accord. Alors vous voyez la diversité des façades et des matériaux qui pourrait être un drame. Je pense qu'il est ici quelque chose qui anime, si vous voulez, alors que l'alignement de la rue, il est plus savoureux que dans une rue continue avec des mitoyens, je trouve. Et l'alignement, la file à le couper le beurre, je l'appelais, donne une qualité plastique à la confrontation d'objets qui sont différents. Passons, avançons, je veux dire. Mais vous avez aussi une grande densité. Vous arrivez à obtenir de la densité. Pardon ? Vous obtenez néanmoins une forte densité. Alors, on a la densité dans ce quartier qui est la même que la densité haussmannienne. C'est ça. Avec des endroits où... J'ai aussi joué sur la hauteur. Dans chaque îlot, il y a des endroits où j'ai un peu limité, des endroits où on a le droit de sortir un peu. Ça permet d'avoir meilleures entrées de lumière. Si vous mettez au sud-ouest un peu plus bas, il y a du soleil qui va rentrer dans la cour. Chose très importante dans la lumière, c'est que ce n'est pas tellement la lumière directe qui est le plus efficace. Bien sûr, il faut avoir du soleil et ouvrir sur... Mais la lumière indirecte, si vous avez un mur un peu lumineux, un peu clair, il va réfléchir une lumière qui va vous enchanter parce qu'elle est réfléchie. Donc ça c'est vrai, c'est tout le temps vrai ça aussi. Et c'est ce que n'avait pas la préoccupation des époques où des îlots haussmanniens ont été faits, je dirais plus par une intelligence du langage et du calcul, c'est-à-dire stocker et serrer. Les courses haussmanniennes ne sont pas toujours agréables, sont souvent serrées justement. C'est pour ça que Le Corbusier les a flingués. Et enfin, on apprend très vite dans ces espaces serrés, si on le peut, on apprend à faire des prouesses, c'est-à-dire à apporter de la lumière, à apporter une vie, et on peut avoir la même densité que l'haussmannien en faisant beaucoup mieux, si on a prévu le coup. Est-ce que l'image est bloquée à cause d'une... Non, elle réapparaît. Comment ? On a retrouvé notre image de l'autre côté. Et il suffit qu'on se retourne pour que ça s'éteigne. Je crois que on a un problème. C'est bizarre. On n'amènerait pas un projet, comme ça on peut... Voilà, on a retrouvé... Mais, Christian, on a retrouvé... Bon. Alors, on n'a pas un ordre, ça vient au fil de la conversation. Et on va passer vite sur ça. Il y a deux projets ici intéressants. Le château d'eau, parce que c'est mes deux premiers projets. Le château d'eau, un objet qui est au centre, et le concours de la Roquette, un espace qui est entouré. Et je disais, ce sont les deux moyens de faire prendre conscience de l'espace. On est toujours... là, c'est l'objet centre, le totem, le monument, et bien le fait d'être entouré, la phrase de la Haute-Seu, si vous voulez, la clairière et le totem. Je le présentais pour ces projets qui ont été construits, qui sont un château d'eau. Celui de la Roquette n'a pas été construit, mais il a marqué ce que j'ai fait après ça pour... On est en quelle période la chose? C'est très très ancien, hein, je crois. 60... Dans les années 60. 74. Ok. 72, 74. Et je propose à Marne-la-Vallée de déplacer le projet d'un château d'eau, il est projeté dans un endroit de la campagne, de le mettre au milieu d'un futur rond-point, un rond-point que j'avais dessiné à la place d'un échangeur. Et il y avait un grand échangeur prévu, parce qu'on prévoyait des millions de voitures. Et donc, ils ont accepté de faire ça. Et là, je ne connaissais rien encore, je n'avais pas fait les hautes formes, mais ils ont apprécié que ce projet soit un élément qui structure, qui se voit de loin dans la ville. Mon idée était que ce n'est pas une chose énorme, mais quand même 25 mètres, 30 mètres dans la ville,
dans la ville nouvelle qui allait venir, ça comptait et ça structurait un peu les rues. Donc ça, c'est le projet de la Roquette, qui lui est de 1974, et qui était de apporter une sorte de monument végétal dans Paris. La végétation me préoccupait à ce moment-là. Et tu peux vous montrer une autre image où on voit depuis le... Voilà, ça c'est une image très, très pâle, mais l'idée c'est qu'il y avait un portique qui faisait le tour, un étage de commerce, des choses comme ça qui étaient un peu plus bas, que les angles de ce grand rectangle étaient ouverts sur la ville et qu'il y avait une végétation généralisée. Alors ça avait fait un effet important cette année-là, parce que c'était ni classique ni moderne, et que ce qui m'intéressait, c'était de redonner le sentiment de l'espace, dont je disais que le modernisme avait remplacé par l'objet. L'objet était partout, et retrouver ce sens de l'espace. Donc les discussions avec les modernes étaient quelquefois importantes. C'est une chose pour moi fondamentale de comprendre ça. Yonel Schein, c'est un homme qui était un critique à Paris dans cette époque, très intéressant personnage, ami de Bruno Zevi. Il écrit lors de ce concours, Porzampar, j'étais encore un étudiant pas connu, mais Porzampar croit que le vide peut encore être une valeur moderne. Il se trompe. Curieux, non? J'ai pris cette critique comme une victoire. Je me suis dit, il comprendra que c'est moi qui ai raison, dans pas longtemps. Mais là, il pensait qu'il avait cette chose-là. Pourquoi il parlait ça? Le vide, c'est pas moderne. Parce que Le Corbusier détestait les espaces concaves. Il disait, il ne faut pas faire d'espace concave. Au couvent de la Tourette, vous connaissez sans doute, Le Corbusier et les moines m'ont raconté, mais ils ne l'ont pas seulement dit à moi, je crois. Ils ont dit, Le Corbusier, il a été formidable. Il y a une chose, il a dit, je sais bien, vous les franciscains, on fait un monastère, il faut qu'il y ait un cloître, hein. Il faut qu'il y ait un cloître qui encadre le ciel. Alors ils me disent, ah oui, on a dit oui. Il a dit ça, excusez-moi, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors et ils m'ont dit, on l'admirait, on le respectait, on se disait, il a ses raisons, tant pis, il n'y aura pas de cloître. Et Le Corbusier a fait une galerie comme ça, vous connaissez peut-être, dans lequel les vitrages sont structurés par des rythmes de verticales qui ont été réglés par Yannis Xenakis, un musicien, architecte, et qui a travaillé sur le rythme. Donc ça donne une animation à toute cette galerie qui est en croix. Ça ne remplace en rien la beauté d'un cloître, c'est une galerie, c'est très banal. Mais comme j'étais étudiant, j'allais, tout le reste dans la Roquette, c'était fascinant. Je me dis, tant pis, il n'y a pas de cloître. Bon. Mais en fait, cette règle chez Le Corbusier de ne pas faire d'espace concave, de ne pas faire d'espace accueillant, m'a énormément surpris. Je me suis dit, oui, la mort de la rue, on comprend, d'accord, mais quand même, ne pas faire un bâtiment en U, j'ai trouvé ça toujours très étonnant, je n'ai pas compris. Si vous lisez comment Jacques Lucan en parle, il parle de Le Corbusier qui avait une passion, vous le savez, pour le Parthénon. Il y est retourné pendant un mois tous les matins avec son copain. Il avait une détestation pour Florence, il écrit, des vieilleries, des rues, des horreurs, quoi. Il déteste. Donc, on peut respecter d'ailleurs chez Le Corbusier cette folie, emportement, cette passion esthétique, vous voyez, cette passion esthétique qui passe par des choses qui ne sont pas raisonnables. Et donc, elle devient totalitaire. Hein? Le modernisme poussé à l'extrême devient totalitaire. Oui, mais Niemeyer est comme ça. Tosca, c'est le contraire.
Il dit, moi je ne ferai plus pareil, j'aimerais bien refaire. Brasilia, je vous assure qu'aujourd'hui je ferai une chose beaucoup plus vivante. Donc tout le monde n'est pas comme ça. Gropius n'était pas comme Le Corbusier, mais chez quelques-uns, donc dont Le Corbusier, il y avait une sorte de folie passionnée, comme ça, de ce qui était bon et pas bon. C'était un acte, une sorte de hubris autoritaire, non? Que tout le monde a excusé parce qu'il y a un coup de génie aussi, il y a des très belles choses. Mais il faut avoir conscience de ce que ça représente. Donc, pour moi, il n'était pas question de bannir les espaces concaves. Donc, je m'y suis intéressé au contraire. Et quelques années après, quand j'ai eu fini la Cité de la musique, la partie du conservatoire, Lionel Schein est venu et m'a dit que c'était formidable. Mais mon projet, il est plein d'espaces concaves. Il aurait dû... Donc, il le détestait à la Roquette parce que c'est fait avec purisme. Dans la Cité de la musique, il y a une infinité de types d'espaces différents, mais ce n'est pas corbusérien dans l'espace. Il l'avait admis. Alors, est-ce que les idées avaient déjà changé ou est-ce que c'est le bâtiment lui-même qu'il percevait différemment? Je ne sais pas. En 50 ans, parce qu'il y a presque 50 ans de carrière là, qu'est-ce qui a changé pour toi? Non, il y a peu de choses qu'on a vues, parce que je voulais vous faire On peut peut-être les montrer maintenant, oui, quelques projets. Justement, mais sous l'angle de, au fond, je voulais dire, j'ai dit, le respect, l'autorité du programme a été le précepte des modernes. Et nous avons travaillé, au contraire, dans un respect du lieu, du site, en prenant le lieu et le site comme une base anthropologique aussi très importante qui raconte l'histoire et la géographie, au lieu d'implanter cette ville sans lieu, cet objet isolé. Si on montre les projets maintenant les uns après les autres, je pourrais situer par rapport à cette histoire de site et programme. Ça, par exemple, ça va vous étonner, mais j'estime, on voit mal, parce que c'est une axono, on voit mal le plan, je dois dire. Mais là, on voit un petit peu mieux. C'est une université, c'était fini à 5 ans, livré, je veux dire, ou 4 ans. C'est une université avec une grande bibliothèque, et c'est dans un terrain serré, et j'ai fait un peu comme aux hautes formes. C'est-à-dire, là on le voit mal, mais on se rendra compte dans d'autres images, il y a une cour centrale, elle n'est pas dans le plan central, mais dans la perception, elle est autour duquel se mettent toutes les salles de cours, la bibliothèque, tout. C'est-à-dire, et j'ai vu les autres concurrents, et leur projet procédait de mettre au milieu de l'îlot, là, un objet, de mettre l'université sous forme d'un objet rectangulaire, et qui allait jusqu'aux rues. Ça, c'était des vues de l'intérieur. Alors que moi, comme haute forme, j'ai mis cet espace que l'on voit là, espace central, autour duquel il y a les bâtiments de cours, les bâtiments de bibliothèque, les bâtiments de laboratoire, etc. Donc, dans un îlot difficile, serré quand même, plutôt mettre le vide au milieu et habité par 3 bâtiments autour, a donné une amplitude de vie formidable. Et pour cette raison, on a gagné tout de suite. Ils ont tenu à m'expliquer pourquoi on avait gagné, parce qu'ils étaient contents, les gens de l'université. Et j'ai vu que, eh bien, l'autre, les concurrents avaient fait le bon objet fonctionnel, mais au milieu. Et entre cet objet et les rues, vous avez des distances qui ne sont pas habitables, qui sont des résidus. Et c'est la même chose pour les hautes formes, c'est la place centrale et par rapport donc la même stratégie des années après. Vous dessinez le vide parfois? Pardon? Vous décidez au démarrage de quel est l'espace qui va générer les bâtiments? Ou c'est les bâtiments qui vont générer le vide? Au démarrage, c'est toujours une analyse du site, des bâtiments existants, de là où on va s'approcher d'eux, où on peut le faire, là où on va laisser une distance, et de voir comment on pourrait avoir des traversées, des fenêtres, où depuis l'intérieur, entre 2 bâtiments, on verra l'extérieur, ce qui est le cas ici. Mais là, on est à l'extérieur et on voit vers l'intérieur, vous voyez? C'est aussi...
Mais c'est surtout efficace pour l'intérieur, parce que depuis des salles de cours ou la cour, on a des visions vers la ville. À droite et à gauche, les failles que vous voyez tout se tournent vers la ville. Et donc, en se promenant dans les cours, on voit ces ouvertures vers la ville. Donc, on a l'impression qu'il y a 3 bâtiments, 4 bâtiments, alors qu'en fait, ils sont assez reliés. Voilà. C'est des concours? Vous continuez à produire Alors, c'est des concours, parce qu'en France, tous ces bâtiments publics dépendent de concours. Et on a la chance d'en avoir gagné pas mal, mais il y a Elisabeth et moi. Pendant que je gagnais celui-là, Elisabeth gagnait le grand équipement documentaire à Gennevilliers. Mais c'est difficile. Les règles des lois MOP françaises sont pas favorables aux architectes. Et donc ça nous a pesé, quelquefois, ces projets. Celui de cette université nous a pesé parce que c'est arrivé pendant le Covid. Donc les entreprises ont quitté le chantier au Covid pendant longtemps. Donc ça a occasionné 3 ans de retard. Et l'État a dit à moi, on ne vous doit rien parce que le contrat, vous êtes global et forfaitaire. Donc le retard, il est pour tout le monde. On n'a aucune raison de vous payer pour 3 ans de retard. Mais nous, on a continué à travailler pour ne pas se faire éjecter. Si j'avais dit, il y a un retard qui n'est pas dû à moi, je quitte, eh bien, j'ai été renvoyé, j'avais une pénalité forte, très élevée, d'avoir abandonné le projet public. Donc à la fois obligé de faire, et sanctionné s'il y a un retard. C'est une situation kafkaïenne dont nous arrivons maintenant à sortir, mais c'est tout à fait injuste. Ça, c'est une chose face à laquelle l'ordre des architectes français, compatissant, mais ne savait pas quoi faire, parce que la loi a été faite comme ça, acceptée par l'ordre. Donc c'est bien important qu'il faudra arriver à changer cette loi. Maintenant, il y a moins de projets comme ça qui sortent en ce moment, parce que il y a moins de construction à faire. Est-ce qu'on peut avoir d'autres choses? Les âges de la ville. Ça, je ne sais pas si ce sera facile à montrer. Il s'agit de la partie blanche que vous voyez tout à l'heure, juste avant, et qu'on voit là, ce sont les hautes formes, c'est le projet des hautes formes. Les parties noires, c'est des choses de l'âge, ce que j'appelle l'âge 1, c'est les résidus de la ville avec ses rues. Les rues n'ont pas été détruites dans le 13e arrondissement, il est resté ces immeubles. Et l'âge moderne, vous voyez en noir l'âge 2, ce que j'appelle l'âge 1, en noir, je veux dire les rues anciennes. Attends, ne bouge pas, ne bouge pas. Peut-on revenir et revenir encore là? Et là, l'urbaniste du quartier, quand j'ai été le voir pour les hautes formes, il m'a dit, dans le concours, il y avait un jury, on a accepté votre rue qui n'est pas parallèle aux miennes. Mais sachez que pour faire ce quartier, j'ai décidé qu'il y aurait 2 directions. Vous les voyez, ces 2 directions, à peu près en rose. Des barres parallèles, des tours. J'ai donné 2 directions. Tout le monde va les suivre. Et il n'y aura donc aucun bâtiment qui sera parallèle ou à l'alignement d'une rue. Article 8 de la Charte d'Athènes. Donc je suis moderne, il m'a dit. Donc je suis moderne, puisque j'ai fait des bâtiments qui ne sont pas alignés sur les rues. Évidemment, j'ai trouvé ça absurde. Je ne l'ai pas critiqué, c'était lui qui était... J'ai dit, c'est quand même bizarre, mais bon. Ah, mais en tout cas, on vous a accepté. Hein. Donc on voit cette chose de l'âge 2 qui est en rouge, qui a son propre camp. Et on a eu à faire, par exemple, en face des hautes formes, on le voit ici sur la gauche, on peut montrer, je vais montrer un peu vite parce que on a eu à faire, on a transformé 2 grandes barres en créant des balcons, on a déplacé un immeuble de commerce qu'on voit en blanc, remplacé par un théâtre et des ateliers d'artistes qui sont en jaune et noir, doublé les balcons avec des grands stores pour les plus grandes barres, créé un jardin devant alors qu'il y avait une cour avec un centre commercial qui était en sous-sol,
et devant l'autre plus grande barre, il y avait un no man's land triangulaire, hein, et dans ce triangle du triangulaire, on a pu construire 2 immeubles, 2 logements, mais sur le sol, des commerces qui donnent sur le trottoir. Donc on a réanimé une rue. Tout ça, ça forme une sorte de quartier hybride qui est fait à la fois de bâtiments du 19e, de bâtiments qui ont été faits dans les années 60-70 et des bâtiments nouveaux qu'on a apportés. 3 âges de la ville dans ce quartier. J'ai appelé ça la ville hybride. C'est très intéressant parce que les habitants n'ont pas déménagé, ils sont restés sur place. Ceux à qui on a apporté un nouveau balcon, et vous pouvez imaginer qu'ils étaient heureux. Doubler la taille aussi du balcon, ils étaient heureux. Bref, c'était une chose extrêmement efficace et intéressante. C'est là que j'ai dit qu'il y a 3 âges de la ville que nous connaissons dans Paris, donc 3 époques, et que le modernisme, dans toutes nos villes d'Europe, a construit autant que le classicisme. Souvent, il y a plus de H2 que d'âge 1. Et l'âge 3, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui. J'ai pris ce nom de âge 3 pour dire à ceux qui étaient conservateurs et qui pensaient qu'il fallait refaire tout à l'ancienne, pour leur dire non, il y a un 3e âge. On passe dans une nouvelle étape. De fait, puisqu'il y a eu l'âge 2 qui est arrivé, on ne peut pas revenir à l'ancien comme si de rien n'était. Vous verrez, dans toutes les situations urbaines, ce sera plus compliqué que ça. Voilà. Et donc on part de ce choc entre 2 moments, l'âge 1 et l'âge 2, pour construire cet âge 3 à partir de... Donc on repart de la ville et on n'efface pas la ville pour en faire une autre. On n'efface pas la ville. Souvent, elle est un guide formidable. Moi, je trouve qu'il faut essayer de faire continuer l'histoire, pas l'interrompre. Quelquefois, elle gêne. C'est souvent l'âge 2 a fait des bêtises. Donc on peut être amené à détruire. Il est beaucoup plus rare qu'on détruise des bâtiments du 19e ou du 18e. D'ailleurs, souvent, ils sont classés, ils sont protégés. Mais je trouve que c'est une des beautés de la ville, mais vraiment, quand je parlais de la dimension anthropologique, une beauté, c'est qu'elle évolue, elle nous raconte le temps. C'est comme un grand calendrier métaphysique. On y voit le travail de nos pères, de nos grands-pères, nos arrière-grands-pères. On sait plus ou moins. Si vous voulez, ici, il y a eu de la vie, ils ont fait ça et on continue. La ville nous raconte tout le temps cette continuité des générations. C'est quelque chose de, je trouve, beau dans n'importe quelle ville. On a la perception de ça et on n'a plus cette perception depuis la guerre parce qu'il y a eu l'époque de l'âge 2 qui est venue. On a moins cette perception des époques dans une ville qui est entièrement ancienne. Elle peut être très très belle, mais souvent le passage de plusieurs âges, je le trouve intéressant. Il donne quelque chose sur la vie. On remontre encore l'un ou l'autre projet. Je sais qu'il y a Pékin. Alors, non, en fait, je voudrais aller un peu plus vite. Pékin, c'est pour dire, ce projet-là, c'est un centre de congrès, c'est immense, c'est 460 mètres de long. Et l'immensité est justement, j'ai trouvé un exemple de projet qui est fait selon un calcul arithmétique, c'est-à-dire des mètres carrés, des programmes, des surfaces, du stockage. Impossible de creuser, de courber, de réduire. J'ai simplement fait cette grande faille que l'on voit inclinée, comme tu peux peut-être montrer, celle-là, qui indique, c'est pas fini là, mais qu'il y a une entrée VIP à 1/3 plus loin du bord. Il y a c'est toutes les expositions commerciales, puis en haut, des expositions internationales. Ils ont dit que ce sera comme Davos, et en haut, des jardins que vous avez aperçus. Mais c'était pour dire, voilà, un projet, je l'ai fait quand même, et j'aurais pu dire, il n'y a pas moyen de jouer, mais l'intelligence arithmétique est quand même un peu spatiale, si vous voulez, n'est pas une bêtise. Simplement, c'est un projet où il n'y a pas eu à avoir, comme dans les autres, une vision spatiale, spéciale, un sentiment spécial de l'espace, que je trouve dans tous les projets était très important. Donc, c'est pour dire, on peut aussi, quelquefois...
Alors, dans l'image qu'on a aperçue là, précédemment, là, on est dans un autre endroit qui s'appelle Suzhou, une des plus belles villes anciennes de Chine, au bord d'un très grand lac, dont j'ai oublié le nom. Et quand je suis appelé, c'est pour un concours où il y a les deux parties beiges qui sont pas loin du lac. C'est les deux terrains pour faire un centre culturel avec musique et arts plastiques. Et la ville va être faite, il me dit voilà ce qu'on va faire. Il y a des avenues qui se croisent et le trait rouge que vous voyez, eh bien c'est parce que c'est une rue qui est en bois. Il n'y aura pas de voiture, c'est en bois. J'ai trouvé ça intéressant dans ce contexte chinois où il y a un stockage de beaucoup de bâtiments, vous voyez. Il y a quand même un rythme et des bâtiments. L'idée de cette rue comme ça en bois, c'était intéressant. Et la façon dont je l'ai fait, si tu peux montrer un plan, voilà, on le voit mal peut-être, mais l'idée ça a été d'utiliser ces deux côtés du fil rouge. Avançons. Voilà, on voit le fil rouge. Construire à droite et à gauche, mais il fallait que ce soit relié. Et donc j'ai fait passer une sorte de arche courbe, deux rubans qui deviennent les bâtiments, qui se croisent dans ce mouvement, sur lesquels on pourra monter. On est là, on se retrouve à 45 mètres de haut et on voit toute la ville et le lac. Et ça détermine une protection pour une place centrale entre les deux. Et pourquoi cela? Peut-être qu'on a un autre plan pour voir. Non, là on est sur le haut, on voit au loin. Peut-être je peux dire sur un autre plan un peu mieux. Non, plan. Il n'y a pas. Enfin, l'idée est que si on n'a pas une vue aérienne d'en haut. Bon, là comme ça. Voilà, l'idée c'est que si ce qu'ont fait les autres candidats, ils ont fait le bâtiment sur le lac, eh bien l'allée rouge que vous voyez, très longue, elle voit un bâtiment, elle est bouchée. Je voulais que depuis cette avenue, on voit le lac, on voit la lumière du lac. Et en même temps, il fallait créer un lien pour montrer que c'était le même bâtiment. Du coup, j'ai utilisé pour avoir ce croisement de deux ailes que vous voyez et que l'on voit à travers dessous ce que vous avez aperçu, que vu d'arrière on voit, et ça on peut le retrouver, l'image vue de l'arrière où on voit à travers. Celui-là, voilà. Et on voyait une aquarelle qui était le croquis de base, d'utiliser deux mouvements. Alors c'est très grand, en haut il y a un conservatoire de musique à droite, à gauche il y a deux musées, donc c'est les choses à la chinoise, ça fait un peu peur quand on commence, parce que là ces deux bâtiments c'est aussi grand que ce congrès que vous voyez tout à l'heure, et si on voyait le plan général on comprendrait, c'est à peu près la longueur des deux ailes du palais de Chaillot. Vous voyez, c'est des choses. Mais ça veut dire que on avait fait des choses grandes à Paris aussi, mais là c'est 450, 500 mètres. Au début ça me faisait très peur, ces grandes dimensions à la chinoise. Alors je dirais, pour que vous sachiez toute l'actualité, ce bâtiment est construit, il y a beaucoup de gens qui viennent s'y promener. La ville qui est derrière, elle est 2 fois plus construite que ça, c'est très, très important. Mais c'est plein de logements vides, c'est plein de bureaux vides. Donc la Chine a construit avec une économie, des taux d'intérêt, etc., ce qu'il fallait pour construire à fond. La tour qui est à gauche qu'on voit est faite par Skidmore, elle n'est pas finie d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'ils ont construit trop et que, bon, c'est presque... ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui se promènent tout le long du lac et qui utilisent... Mais notre bâtiment ne vit pas avec le nombre de concerts, d'expositions qu'il ferait si la ville était florissante. Elle a été construite trop grande et il n'y a pas... il y aura forcément, mais pour le moment, c'est une leçon qu'on voit. Voilà, vous avez choisi un titre à cette conférence.
À quoi servent les architectes? Alors, c'est comme dernière question. J'ai trouvé que le président Lapôtre et toi-même, vous avez parlé en disant bien d'à quoi servait l'architecture. À chaque fois, il y avait cette dimension qui était importante. Oui, on va regarder Rio pour finir et Luxembourg, c'est très bien. Mais je réponds à la question de France. Je me suis posé la question, quand j'étais étudiant, de toujours savoir me dire à quoi ça sert ce qu'on fait. Je me souviens que j'étais étudiant, j'arrivais de Paris, j'étais dans un foyer d'étudiants. Donc on avait un restaurant commun, etc. Je me souviens au dîner, des étudiants, d'autres comme ça, qui préparaient Polytechnique, qui allaient rentrer à l'ENA et tout, me disent à un moment donné comme ça, mais tu fais l'architecture, ça sert à quoi l'architecture? C'est quoi? On ne gagne pas d'argent avec ça. Donc je me suis senti un peu humilié. Vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort. Je me suis senti un peu humilié. Alors j'aurais dit, alors vous voudriez vivre n'importe comment, que votre maison, là où vous dormez, là où vous allez avoir le plaisir de montrer que ce que vous faites, etc., ça compte pas. Ils se sont regardés, ils n'ont dit trop rien, mais je n'ai pas oublié cette phrase de mépris qu'ils avaient. Et je me disais, mais non, mais c'est évident que j'aurais pu leur répondre d'autres choses mieux sur à quoi sert l'architecte. Je pense que vous avez bien souligné l'aspect technique fondamental, et il n'a pas le même rôle que l'entrepreneur. Il a un rôle de synthèse extrêmement important sur le plan technique. La technique est extrêmement importante parce que c'est elle qui, en définitive, peut améliorer la vie. Elle a une importance fondamentale. Tout le siècle l'a montré. Et l'architecte a aussi une responsabilité humaine, notamment sur l'habitat, par exemple. Et là aussi, si on parle de l'évolution du siècle, on voit que ce qu'on a dû faire dans les périodes terribles des années 50 où on manquait de logement, on a fait très vite. Il y a des choses réussies, des choses qu'il faut casser et refaire, repenser. Et on dit toujours les architectes ont fait ceci, ont fait cela. Nous avons une responsabilité là-dedans extrêmement importante, c'est une évidence. Je dirais aussi que on n'ose plus le dire, il faut apporter de la beauté. Je ne sais pas si on réussit, si je réussis, mais je dis que c'est ça aussi qui m'anime. Parce que pendant longtemps, j'ai dit « Ah, les pauvres, on doit faire un quartier de mieux en mieux. On doit rendre un quartier vivant. Les îlots ouverts que j'ai faits, je peux justifier que ça a des bonnes raisons pour vivre mieux. » Mais souvent, j'omets de dire qu'il y a une recherche d'esthétique, il y a une recherche de beauté, une beauté que les gens pourront vivre et partager. J'omets de le dire parce que c'est un peu la phrase que me disait Paul Chemetov quand on a fait les premières présentations. Paul Chemetov, c'est un architecte français assez connu, et qui est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et quand on avait fait les premières expositions de projets nouveaux, il était parti furieux, il a dit « Ils se font plaisir ». Et je lui ai dit « Mais heureusement, bien sûr, on a un plaisir à faire de l'architecture, et aussi parce qu'on se dit si c'est beau, on va partager quelque chose de plus transcendant avec ceux qui vont habiter ou avec les autres, avec le maire, avec les autres architectes, je ne sais pas. Il y a une dimension là culturelle, vous avez appelé culturelle, qu'on n'ose plus appeler esthétique, mais qui est très importante. Et on ose d'autant moins parler d'esthétique parce qu'on a eu les raisons sociales. Il fallait, pour dire, c'est pas uniquement se faire plaisir en faisant des belles choses, mais il y a aussi aujourd'hui les raisons écologiques du réchauffement, qui font que le devoir de l'architecte est d'être sans faute sur ce domaine. Et on peut craindre, si vous voulez, que ça devienne une méthode pas bonne. Je trouve qu'en ce moment, en France, nous faisons des concours organisés par des bureaux d'études qui sont spécialisés dans le réchauffement climatique ou dans le... Donc, ils vont voir un maire et ils disent « On va vous organiser votre concours pour votre lycée, bibliothèque, je ne sais pas.
Et on va veiller, vous serez formidable parce que vous serez incritiquable sur le plan du bilan carbone et de l'écologie. Et le maire me dit, bon, ben, j'ai accepté parce que je suis obligé de le faire, le bilan carbone et tout. Alors j'ai pris ce bureau et le bureau fait le concours et c'est lui finalement qui apporte les arguments au jury et pas les architectes puisqu'ils sont concurrents. Et ça veut dire que, je dis, ça n'arrivera peut-être pas, je dis que nous devons être vigilants à faire écologique, certes, mais pas à être pris dans un engrenage où le critère écologique est le seul. C'est souvent une chose qui pourra se faire parce que pour la bureaucratie, c'est plus facile. Les critères écologiques, on les chiffre, on cause les cages, on sait combien. On peut dire que sur le plan matériaux, c'est impeccable, les ressources de matériaux sont à moins de 800 km. On peut dire qu'on a des tas de critères que j'ai pour être dans les clous, si vous voulez. Et je pense que les jurys qui seraient faits comme ça ne parleront plus, justement, de ce qui est agréable ou non à vivre dans un îlot, du fait qu'il y a 2 arbres qui sont placés de façon merveilleuse, et de la beauté, du confort et de la beauté, parce que c'est justement ça, c'est l'intelligence spatiale qui la connaît, vous voyez ? Cette intelligence dont je parlais tout à l'heure, cette façon d'avoir une passion pour un espace bien fait, si elle disparaît, on ira vers une barbarie d'espaces tristes, pas confortables et moches. Donc je pense que là, pour ça, l'architecte, pour veiller à ne pas tomber là-dedans, l'architecte a une importance qui est plus grande qu'avant. J'ai vu, c'est Pierre Rosenberg, l'ancien patron du Louvre, que je voyais la semaine dernière, qui m'a dit « Mais tu ne te rends pas compte, Christian, pour nous tous, l'architecture, depuis 50 ans, elle est devenue la chose la plus importante. Moi, je suis un spécialiste dans la peinture, mais l'architecture, ça va laisser des traces, c'est tellement important. Vous êtes très important. » Donc, c'est une belle conclusion, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais merci Christian de Porzampar. Alors, il reste la 3e mi-temps, c'est comme au football. On va se retrouver tous ensemble pour prendre le verre de l'amitié. Je vous propose de nous réunir à l'extérieur. Merci à tous, en tout cas, d'être venus.